Bonjour à tous. Donc même si c'était moi qui avais participé à trouver le titre, finalement en faisant le topo, c'est pas si facile de savoir ce qui est difficile et ce qui n'est pas difficile. Donc je vous ai mis plusieurs cas et puis on va discuter ensemble. Alors pourquoi on parle encore des cardiomyopathies? Parce que même si la prévalence dans les différentes séries de morts subites est très variable, hein, vous voyez, parfois c'est plus de 50%, parfois c'est beaucoup moins. Ça reste malgré tout une cause de mort subite chez nos sportifs et notamment chez les plus jeunes. Alors, il y a différents types de difficultés. Je vais commencer par la première, celle qu'on traite habituellement lors des congrès, c'est la difficulté diagnostique, avec effectivement toute cette problématique de distinguer un remodelage physiologique d'un remodelage d'origine pathologique, avec toutes les cardiomyopathies qui peuvent être, on peut être pris en défaut pour toutes les cardiomyopathies qu'on connaît, CMH, CMD, DAVD, VG non compacté. Alors le premier cas clinique, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin pour voir que de toute façon le diagnostic ne va pas poser beaucoup de soucis. 19 ans, il est en STAPS, il fait du basket, il est asymptomatique, il a un électrocardiogramme systématique qui trouve des troubles de repolarisation que personne ne va qualifier de physiologiques, et dès qu'on met la sonde d'écho, je pense que tout le monde ferait le diagnostic. On a évidemment été plus loin avec une IRM qui retrouve de la fibrose. Donc on le garde en tête, je pense qu'il n'est pas très difficile sur le plan diagnostique. Le deuxième, c'est une femme de 38 ans, course à pied en compétition, 6 heures par semaine. Elle a 38 ans, mais elle le fait vraiment avec un vrai esprit de compétition. De temps en temps, elle passe dans le journal. Son problème, c'est que son père a une cardiomyopathie hypertrophique, avec une génétique non contributive, donc on n'a pas pu faire du diagnostic présymptomatique. Et la problématique, c'est qu'elle vient avec des palpitations de début et de fin brutale à l'effort lors de la course à pied. C'est plutôt ça le motif de consultation que le reste qui avait été un peu négligé. Donc on lui fait un électrocardiogramme, et là aussi, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, avec tout ce qu'on a dit, notamment lors du DPC hier, que les troubles de repolarisation qu'elle présente ne sont pas normaux. Alors, vous lui faites une échographie, je ne vais bien sûr pas vous montrer toutes les coupes, mais il faut me croire, on ne trouve pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, on ne trouve pas d'anomalie valvulaire qui pourrait orienter vers une cardiomyopathie hypertrophique, on ne trouve pas d'obstruction intraventriculaire gauche. La seule chose qu'on voit, c'est une oreillette dilatée à 65 ml par mètre carré, ce qui chez une femme de 38 ans, même si c'est une athlète, est tout de même assez inhabituel. Alors évidemment, pour compléter, puisqu'elle a des palpitations, on lui fait un test d'effort, donc on pourrait contester, elle a eu une autre fois un test sur tapis, là on était parti sur le test sur un vélo, elle fait 210 watts, elle fait un peu de SV mais pas plus que la normale, des extrasystoles supraventriculaires en récupération, donc savoir si les palpitations c'est ventriculaire ou supraventriculaire, c'est pas évident puisqu'on voit les deux, et elle a un pic de VO2 à 150% de la théorique alors que c'est pas son ergocycle. On lui fait évidemment un holter avec une mise en situation, elle est allée courir avec, on ne trouve que 3 extrasystoles ventriculaires isolées, c'est tout. Mais elle n'était pas symptomatique. On va plus loin, on lui fait une IRM, ce qu'on veut quand même savoir, un électro qui n'est pas normal. Alors on conclut à plusieurs cryptes inféroseptobasales VG, mais restant non spécifiques toutefois. Une dilatation atriale gauche, 80 ml par mètre carré, donc un petit peu plus que ce qu'on avait vu en écho. Pas de rehaussement narratif. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit qu'elle a une CMH? Est-ce qu'on dit qu'elle n'en a pas? Qui dit qu'elle a une cardiomyopathie hypertrophique? Et qui dit qu'elle n'en a pas? Qui dit rien? Donc, on le garde aussi en tête. Juste pour vous expliquer la démarche, on a vraiment fait ce qu'on avait dit avec Charmas, et on fait une approche vraiment multiparamétrique. L'interrogatoire, là il est contributif, il y avait des antécédents familiaux. On regarde ses entraînements, ses performances, elle a des symptômes, le reste, le CG n'est pas normal, l'écho est quand même bizarre avec cette grosse dilatation atriale. Voilà. On a été plus loin, des examens complémentaires, IRM, scanner, holter. Le cas clinique 3, femme de 17 ans, natation de haut niveau,
donc sur liste ministérielle, elle fait 20 heures de sport par semaine, elle est aussi en STAPS. Elle a un électro alors qu'elle est en stage pas du tout dans la région, et il est décrit comme anormal, onde T négative en V1, V2. Elle a 17 ans. Du coup, on n'aurait peut-être pas dû lui faire une écho, puisque en gros, il n'y avait pas d'indication. Et donc, je ne vous ai pas montré les images, mais l'échographie dit dilatation modérée du VD avec zone plutôt hypokinétique ou akinétique au niveau de l'apex. Ouf, c'est pas très bien. L'IRM retrouve poche microanévrismale dyskinétique de la paroi antérieure au tiers moyen et apical avec une dilatation du VD à 103 ml par mètre carré évoquant une dysplasie. Et puis comme elle est de la région, en Loire-Atlantique, on a dit qu'elle aille donc à Rennes pour qu'on décide. Donc on a fait rapatrier les examens, donc l'écho c'est difficile, l'IRM c'est facile de les retrouver. Et effectivement, le ventricule droit, il est plutôt plus gros que le ventricule gauche, mais pas tant que ça. Et ce qui avait interpellé, c'est cet aspect un petit peu crénelé du ventricule droit. Et donc, comme on est entre nous et que faut aussi montrer que des fois, c'est pas si facile. Moi, je l'ai fait relire par 3 radiologues du CHU de Rennes, et j'aime bien aussi demander à d'autres copains. Donc, j'ai demandé à un autre copain d'Angers pour qu'il me donne son avis. Et donc, eux, ils disent, ok, mais nous, on ne retient pas le diagnostic de DAVD, on ne trouve pas les mêmes volumes, c'est pas non plus très discordant, mais du coup, le ratio VG-VD, il était quand même moins disharmonieux, 90 ml versus 95 pour le VD. Contractilité normale, et puis pour vous dire les vrais termes, je ne dirais pas que ça franchit la ligne rouge. Quand on y regarde bien pour d'autres indications, il y en a plein d'autres comme ça qui ont ce petit aspect crénelé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc on prend le problème à l'envers, on la voit quand même, parce que c'est difficile, maintenant que c'est écrit DAVD, de ne pas la voir. Donc effectivement, quand on regarde l'échographie, ça c'est son ventricule droit, là, elle n'est pas bien centrée, ma coupe, mais c'est pour voir les 4 cavités. Puis effectivement, cet apex, il est peut-être un petit peu plus arrondi. C'est vrai qu'on n'est pas complètement à l'aise quand on voit l'échographie. On comprend bien aussi le collègue, quand il avait fait l'écho, qu'il ait demandé une IRM. On se dit juste que s'il avait dit que le CG était normal comme ça l'était, c'était plus simple. Alors pourquoi le diagnostic est compliqué ? Parce que dans la dilatation VD, on a un overlap important des valeurs. Ce qui peut nous sauver, c'est la dilatation harmonieuse des cavités, mais là aussi, vous voyez qu'en fonction des mesures et de qui les a faites, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc nous, on était sur quelque chose de non disharmonieux. Et puis vous avez des modifications qualitatives échographiques. Ça, c'est une publication de Dasenzi qui dit que même sur le plan purement aspect visuel, non quantitatif, on a des apex plus arrondis chez l'athlète. Et donc peut-être que la nôtre, c'est juste une échographie classique d'une sportive. Donc on peut éventuellement les voir à l'effort, comme pour le VG, pour aller plus loin. Donc nous, on avait juste fait une VO2, 240 watts, aucune arythmie. On se dit, il faut y aller, il faut aller plus loin. Donc on fait des potentiels tardifs, ils sont normaux. On fait un holter au CG qu'elle emmène avec elle, qu'elle nous renvoie par la poste. Rien du tout. Elle est venue avec sa maman, donc évidemment, elle était surprise, mais je lui dis, hop, un petit ECG, une petite écho, qui était normale. Son frère, après les histoires familiales, donc on n'a pas eu le papa. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit DAVD, elle fait 20 heures de sport par semaine. On a fait de la génétique, on sait très bien que si on ne trouve rien, ça ne veut rien dire, mais on n'a rien. Et j'ai fait un contrôle IRM, on a refait tout le bilan à 1 an qui ne montrait pas d'évolution. Donc on ne dit toujours pas ce qu'on fait, mais voilà. Donc des fois le diagnostic il reste incertain. Toute la question c'est est-ce que c'est insuffisant pour restreindre ou est-ce que c'est insuffisant pour autoriser. On se met dans quelle position ? Alors le problème, c'est que maintenant, il n'y a pas que le problème de diagnostic, il y a aussi le problème de... Puisque maintenant, on dit qu'on peut faire du sport avec une cardiomyopathie, il y a le diagnostic, mais il y a aussi le pronostic et la stratification du risque, puisqu'il ne faut pas qu'ils deviennent obèses, il faut leur continuer à faire du sport. Et donc les 2 questions, c'est est-ce qu'on risque d'aggraver la cardiomyopathie sous-jacente et est-ce qu'ils vont mourir ? Alors pour les cas 1 et 2, pour la CMH, première bonne réponse, il n'y a pas d'effet néfaste. Les études vont plutôt vers il n'y a pas d'effet néfaste
d'une activité sportive chronique. Hein. On n'hypertrophie pas, alors ces deux populations, CMH qui avaient arrêté, CMH qui ont continué, initial suivi, le suivi il est à peu près de 7 ans, c'est une étude de Pelliccia sur 60 CMH, c'est quand même pas mal. Vous voyez qu'en gros, ils ne s'hypertrophient pas plus s'ils font ou s'ils ne font pas de sport, ils ne se dilatent pas plus, quelle que soit la cause, et leur oreillette, elle se dilate, quel que soit, qu'ils continuent ou pas le sport, puisqu'ils vieillissent. Donc, première chose, pour 1 et 2, il faut vérifier qu'ils ne vont pas faire une mort subite, mais en tout cas, ils ne vont pas dégrader, ils ne vont pas abîmer leur ventricule en continuant le sport. Par contre, on a beaucoup d'études qui disent que chez les patients, c'est bien de faire une activité physique, et chez les athlètes, c'est pas si mal de continuer. Alors il va falloir stratifier le risque, surtout le risque rythmique chez nos patients 1 et 2, avec les critères classiques, les symptômes, tout ce qu'on connaît. C'est trop petit ici, mais le calculateur de risque ESC, c'est bien écrit dessus qu'il n'est pas adapté pour les athlètes. D'un autre côté, Sharma qui fait comme référence, où est-ce qu'il y a le risque dans tout cela, on utilise évidemment ce risque qui n'est pas fait pour nos sportifs. Et ensuite, en fonction du risque, on va leur laisser faire de la haute intensité, modérée ou faible intensité. Mais là-dessus, malheureusement, il y a plein de paramètres qui ne sont pas dedans. Il n'y a pas, par exemple, le rehaussement tardif. Alors, la même équipe, accompagnée de Dresner, a proposé autre chose. Et vous voyez que là-dedans, on prend en considération d'autres paramètres. Si c'est une femme, même pour une cardiomyopathie, elles sont moins à risque que les hommes. Et puis, pas de rehaussement, on est plutôt plus cool. Et s'il y en a, ça coince un peu. Donc, notre patient 1, il est plutôt, HVG importante, jeune, rehaussement tardif. Donc, on lui a dit, oui, le cas est simple sur le plan diagnostic, mais alors sur le plan de qu'est-ce qu'on lui autorise, il n'est pas si facile. Alors, nous, on lui a dit, c'était il y a quelques années, stop basket en compétition. On a dit, mais ok, vous pouvez continuer vos études, vous êtes déjà en STAPS, on ne va pas vous arrêter. Donc il a continué, il a finalisé ses études. Dans le suivi, il a fait de la TV, il est traité par bêta-bloquant, et comme ça fait très longtemps qu'on le suit, c'est pas si facile à chaque fois de leur dire non, vous pouvez rien faire. Donc là, il reprend tranquillement le basket en loisir parce qu'il ne s'est pas rien passé depuis très longtemps au niveau rythmique. Pour le cas 2, faible expression, vraiment, on ne sait même pas vraiment s'il y a une cardiopathie hypertrophique. On a quand même envie de dire oui, elle a un ECG qui est vraiment pas joli, dans un contexte familial, elle a des symptômes. Et c'est les symptômes qui, initialement, nous avaient fait dire « faut lever le pied », surtout quand on lui avait dit « faites peut-être de la course à pied sans esprit de performance », elle a dit « ah non, moi si c'est pas pour gagner, j'y vais pas ». Donc on avait été plutôt restrictif au début, et puis elle n'a jamais rien fait, pas d'autres symptômes, l'oreillette est même moins dilatée depuis qu'elle avait diminué. Puis elle a aussi évolué dans sa pratique sportive, donc là elle fait des courses, mais elle n'a pas forcément envie de gagner. Alors le cas 3, nous on est parti sur l'idée qu'elle n'avait rien, qu'elle n'avait pas en tout cas on a dit il n'y a pas assez pour poser le diagnostic de DAVD. Mais là, le problème, je l'ai appelé 3 bis, si on avait retenu le diagnostic, même en disant que c'était faible, là, il y a le problème de l'effet néfaste du sport en cas de cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Ces diapositives, vous les connaissez. Il y a plus de dilatation du VD s'ils continuent le sport, chez les petites souris. Elles dégradent leur VD et puis il y a plus d'arythmie. Et c'est la même chose chez les athlètes qui font du sport avec une DAVD confirmée. Ils font plus de troubles du rythme et ils font plus d'insuffisance cardiaque au long cours. Donc là, on est plus ennuyé sur qu'est-ce qu'on dit, parce qu'on ne veut pas que 20 ans plus tard, comme le cas présenté hier par Thibault Lachard, il se passe des choses. Et puis tout ça, ça nous a conduit vers une autre problématique, c'est toutes ces nouvelles cardiomyopathies, les cardiomyopathies induites par l'exercice, qui sont associées avec une altération, et où, là encore, Thibault vous l'a montré hier, donc je vais pouvoir aller un peu plus loin. Il y a toute cette question de l'interaction entre la génétique et le sport, et qu'il y a probablement quand même des gens qui sont prédisposés, qui vont plus faire de problématiques rythmiques et d'altérations biventriculaires avec une activité sportive très intense. Alors bien sûr, ça reste anecdotique, c'est quelques patients, c'est pas très fréquent, mais ça arrive.
Et donc, on arrive sur cette notion de cardiomyopathie induite par l'exercice qui peut présenter, avant on parlait essentiellement du VD, mais ça existe maintenant aussi pour le VG, et qui nous pose quand même des difficultés, puisqu'on est face à un athlète qui peut parfois présenter qu'une forme mineure, mais si cette forme mineure va s'aggraver avec la poursuite de la pratique, ça peut poser des problèmes concernant le conseil. Alors quand est-ce qu'il faut y penser? C'est à peu près ma dernière diapo. Je voulais quand même vous le mettre, ce bel article qui est paru tout récemment. Il faut y penser en cas de trouble de repolarisation, ça on l'avait déjà montré. Et Zorzi, il a bien montré que le microvoltage, évidemment pas chez le sujet obèse, évidemment pas chez le sujet avec une BPCO, mais chez l'athlète, le microvoltage avec des QRS de moins de 5 mm, c'est associé à du rehaussement tardif et à des cardiomyopathies biventriculaires. Voilà, donc en conclusion, il y a plusieurs difficultés. Avant, on parlait que de la difficulté de diagnostic, mais maintenant, il y a toute la difficulté de stratification du risque, parce qu'on n'a pas une boule de cristal. Il faut vraiment explorer ces sportifs vraiment de manière élargie, avec notamment une exploration à l'effort. Il faut évidemment les suivre et les surveiller, parce que c'est pas rare qu'on change d'avis, hein. Les recos changent, et eux aussi, ils évoluent. Et puis voilà, moins de restrictions si on a une cardiopathie minime qui n'est pas aggravée par la pratique sportive. Mais il faut quand même malgré tout garder une rigueur diagnostique, parce que la jeune, là, si on avait dit qu'elle avait une étiquetée cardiomyopathie, ça l'handicape quand même pour son futur, rien que pour avoir un prêt bancaire plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci Frédéric. Du coup, la jeune, vous l'avez laissé refaire sa natation ? On a conclu qu'on n'avait pas assez d'arguments pour dire qu'elle avait une DAVD. Puis on s'est dit, bon, si on n'a pas avec tout ce qu'on a fait et qu'on n'a pas beaucoup d'arguments, on s'est dit, les 1 année, elle peut continuer, ça ne va pas non plus, on ne risque pas grand-chose. On a refait tout le bilan, on a vu que ça n'évoluait pas du tout. Et puis la vraie vie est que, à un moment, quand je l'ai revue, elle m'a dit, moi, la natation, j'en ai marre, j'ai arrêté. Je continue STAPS. Bon, on continue. Là, on a dit, on vous revoit dans 3 ans. On a espacé le suivi. On a dit, bon, une fois qu'on a levé tous ces doutes, on ne peut pas vous dire circuler, il n'y a rien à voir. Mais on s'est dit, voilà, un bilan dans 3 ans, c'était quand même, c'est quelque chose qui était assez facile à faire. Mais moi, pour ma part, je suis vraiment rassuré. Merci. Frédéric, si un confrère n'avait pas marqué DAVD, tu l'aurais vu en première intention, tu l'aurais fait tout ça ? Non. Non. Parce que là, quand même, on est dans une escalade de diagnostic incroyable pour un diagnostic tout à fait c'était pour, hypothétique. Parce qu'en fait, quand on voit le CG, j'aurais rien fait. Après, l'écho, elle est quand même perturbante. Moi, franchement, quand j'ai fait l'écho, alors peut-être que je me serais dit, bon, ECG normal, écho, bon, j'en fais pas grand-chose. Mais dans ce contexte-là, c'était difficile de ne pas aller plus loin, à mon avis. Et oui, on est allé dans l'escalade, clairement, parce que la génétique, je ne vous dis pas qu'il fallait la faire, mais une fois qu'on l'avait étiqueté DAVD, on s'est dit, bon, foutu pour foutu, allons jusqu'au bout des choses. Ça pose notamment la question dans la pratique, souvent des comptes rendus d'IRM myocardique faits par des radiologues. On est quand même obligé de temps en temps de les rappeler pour qu'ils enlèvent que c'est d'une CMH, quoi. Alors, j'aurais pas cette notion de radiologue-cardiologue, puisqu'on a des radiologues on travaille, nous, plutôt avec des radiologues et qui ont bien pris en compte tout ça. Et je pense que mais oui, la réponse c'est que, comme tout examen, il y a une variabilité, il y a une sensibilité du radiologue qui doit être à la pratique sportive pour qu'il voit bien ce qu'est un remodelage physiologique et pathologique. Et puis voilà, c'est la vraie vie. Moi, j'aime bien demander l'avis à plusieurs. Un nombre impair, c'est pas mal. Et quand il y en a un qui dit que c'est pas normal, mais 2 autres entités qui disent que c'est normal, ça me rassure. Et puis, il y a Étienne Alluot qui est ici, là, aujourd'hui. Et par exemple, pour la commission de foot, on aime bien faire circuler les images. Et on est frappé de parfois qu'on redresse, que le diagnostic est redressé quand on prend la majorité des voix.
Et que voilà, c'est aussi l'avantage de l'IRM par rapport à l'échographie, hein, parce que pour récupérer les boucles d'écho, c'est pas possible, hein, faut être honnête. C'est très très rare qu'on nous envoie des boucles. Ça, c'est l'avantage des radiologues, c'est que eux, ils partagent sans problème leurs images et qu'on les a vraiment facilement. J'avais juste une remarque, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Laurent, c'est qu'il faut faire très attention sur ce qu'on écrit. Parce que des fois, quand on voit en deuxième main donc des hypertrophies ou des dilatations du VD, on est obligé de refaire tous les examens ou récupérer tous les examens pour redéconstruire le diagnostic qui a été posé, qui parfois a des conséquences très importantes. En particulier sur les hypertrophies du VG, sur les CMH, on voit des gens en deuxième main où, avec des diagnostics de CMH, ils sont à peine dans la zone grise, quoi. Donc il faut faire très attention quand on écrit les choses parce que les sportifs se retrouvent avec une étiquette qu'on a du mal à redémonter. Ouais, et peut-être aussi apprendre à bien garder les choses, à les partager éventuellement, parce que quand on nous demande un avis juste sur des comptes rendus, en fait, moi au début, hein, quand je l'ai vu, je me suis dit, moi quand j'ai préparé ma consultation, je me suis dit, de toute façon, je vais juste lui dire, c'est stop, hein, désolé. Et puis voilà, donc c'est intéressant. Dernière question courte, réponse courte s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Pour le deuxième cas, vous avez parlé à la résonance magnétique des cryptes. Est-ce qu'on avait évoqué la non-compaction? Parce que nous, en Belgique, on a quand même des cardiologues, radiologues. Ils nous décrivent énormément de non-compactions qui ne sont pas dans les critères pour les sportifs d'une vraie maladie. Mais donc, je ne sais pas si pour le deuxième cas, ça n'aurait pas pu être un des diagnostics. Non, déjà, les cryptes, c'est pas si pathologique, hein. Ça, c'est la première réponse. Et puis, pour les VG non compactés, alors là, c'est vraiment écrit clairement dans les recommandations pour le sport. C'est en fait, s'il y a juste des trabéculations, mais aucun argument clinique, hein, pas d'histoire familiale, un ECG normal, pas de symptômes, et vous trouvez des trabéculations, alors pas un truc extrême, hein, et vous stoppez, on ne va pas plus loin. On ne fait pas une IRM, ça ne sert à rien. Voilà, merci.